Chaque chose que je veux faire, il faut pouvoir le scaler, sinon ça va pas être rentable. Il faut surtout pas penser comme ça et qu'au début, sa croissance, il faut aller la chercher à la main. Puis je m'amuse à faire le client mystère. Là, je me dis, mais c'est quasiment du foutage de gueule. Moi, je peux être honnête. Moi, ça me faisait chier. Et tu vas avoir des millions d'utilisateurs. Plus tu te sens vraiment, tu te dis, ouais, j'ai changé la vie à ma petite échelle, hein, mais j'ai eu vraiment de l'impact. Est-ce que l'humain va être remplacé par l'IA? Peut-être embauche des gens pour leur technique ou aussi pour leur capacité aussi à apprendre. Je vais monter ma boîte, quoi. Là, Il dit quoi, ton père? Il me dit, mais t'es fou? C'est quoi les grosses dingueries que t'as faites? Une des grosses dingueries dans l'entrepreneuriat. Et là, je suis tombé sur ces cours de Stanford, et là, ça a été pour moi un claque. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Je savais pas quelle intro j'allais faire, je t'en ai parlé. Mais j'ai le plaisir de recevoir mon ancien boss, j'ai le droit de dire ça? Tout à fait, bah écoute... Mon supérieur hiérarchique. Ah, mais je suis très content d'être invité et honoré de passer derrière ce micro après tant d'invités prestigieux que tu as pu interviewer. Ah ouais, tu vas me faire rougir. Bon, en vrai, tu jettes des fleurs aux invités, pas à moi. Mini parenthèse. On est à côté de Station F. J'ai commencé avec un stage, du coup, dans ta boîte, ta deuxième boîte. Donc, tu as monté 3 boîtes. On va parler IA, on va parler humain. Mais surtout, genre, moi, je veux te partager que quand je suis rentré chez We Do Gift à l'époque, je bégayais, j'étais dans une période hyper stressée et c'est drôle parce que moi ça me fait un truc, j'étais stagiaire et te retrouver là face à moi, qu'est-ce que ça te fait toi? Bah ça me fait drôle, je me rappelle quand on avait passé des bons moments à l'époque, ça avait été une aventure assez difficile parce qu'on était en pleine croissance, il y avait énormément de challenges et que c'était un moment, on déménageait quasiment tous les 12 mois. T'étais arrivé au moment d'un déménagement on a déménagé peut-être un mois après. Je crois qu'on avait pris t'étais venu m'aider pour prendre un gros camion, non? Ah, bah, pas que moi, mais tout le monde. On avait fait la file indienne. On était allé le chercher ensemble. C'était route, mais ouais, c'était très très drôle. Mais tu vois, un truc, je le dis souvent dans le podcast, je crois que les dernières fois où j'ai vraiment stressé, c'est en passant des entretiens d'embauche. Est-ce que tu partages ça? J'en ai pas passé beaucoup dernièrement, dans le sens où ça fait un moment que j'ai pas passé d'entretien et les dernières expériences que j'ai faites, elles se sont faites un peu par hasard. C'était quoi? EY, c'était tes premières expériences? EY, j'ai passé des entretiens, bien évidemment. Ensuite, quand j'ai vendu mes parts de We Do Gift, je me suis retrouvé dans de la crypto. Et là, c'est quand j'ai voulu investir une partie de ma revente de mes parts que on m'a proposé un job dans une boîte de crypto. Et du coup, c'était pas vraiment un job classique, c'était pas... moi, je voulais savoir où allait mon argent et comment je pouvais le récupérer si quelque chose se passait mal, puisque c'était un montant quand même à 6 chiffres, donc je voulais savoir ce qui se passait. Et en fait, l'entretien devait durer 1 heure pour savoir comment ça marchait. Et en fait, ça a duré 3h30. À la fin, ils m'ont dit, est-ce que tu peux pas venir nous aider à scaler la boîte? Moi, j'ai aucun entretien qui a fait 3h30. Non, mais ce que je veux dire, attends, je voulais savoir exactement ce qui se passait avec l'argent en question. Je connaissais rien à l'investissement, je connaissais rien à la crypto, donc j'avais beaucoup de questions. Et ils tenaient quelque chose de très sympa. Et au bout de 3h30, ils m'ont proposé. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas? Moi, je suis entrepreneur. Je cherchais une nouvelle idée. Je me suis dit, c'est une façon d'aller dans le monde de la crypto et d'apprendre en faisant un stage bien payé, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est le stage. Et c'est un peu peut-être aux jeunes qui nous écoutent. T'as l'impression que, tu sais, c'est ta porte d'entrée dans le monde pro. J'ai l'impression que si je me chie là, je chie toute ma carrière, en fait. Moi, en tout cas, à l'époque, je le vivais comme ça, tu vois. Donc voilà. Bon, c'est la fin de la parenthèse. Aujourd'hui, on est nous deux entrepreneurs. Enfin, tu l'étais déjà. Je crois t'avoir un petit peu rejoint à ma petite échelle. Raconte-moi de quoi on va parler. Combien de boîtes t'as fondées et de laquelle tu vas surtout nous parler aujourd'hui? Alors, Achille, c'est ma 3e boîte. J'en ai monté 2 avant, donc WeHome et We Do Gift. WeHome, ça a été un échec, dans le sens où... alors, c'était une plateforme qui permettait à des particuliers d'acheter des résidences secondaires à plusieurs. Tu divisais les coûts d'acquisition, tu mutualisais les charges d'entretien et tu augmentais le taux d'occupation. Parce que le problème, c'est qu'une résidence secondaire, elle est occupée par son propriétaire 8% du temps. Bref, sur le papier, tu avais l'impression que c'était une très bonne idée, parce que tu t'apportais plusieurs solutions à un... 8%, c'est quoi ça? 1 mois dans l'année, c'est ça? Ouais, elle est vite 330 jours dans l'année, ouais. C'est ça, donc c'est assez dingue, donc tu te dis waouh. Et bref, moi à l'époque, j'étais un des early adopters en France et à Paris de Airbnb. Et je me suis dit, mais comment je peux arriver à trouver une idée qui soit le prolongement d'Airbnb? Bon, le principe même de la fausse bonne idée. Le principe même de la fausse bonne idée, dans le sens où c'est pas quelque chose dont les gens ont vraiment besoin.
Mais je l'ai compris après ça. Donc, t'es pas allé valider le marché? Non, T'as pas fait le customer research? Non, j'ai pas fait de customer research à l'époque. Et on avait la chance parce qu'on avait été incubé par Day One avec Michel de Guillermet qui nous avait pris sous son aile et qui nous avait dit voilà, j'y crois pas trop, mais vous êtes sympa, vous allez exécuter rapidement. Et au bout de 9-10 mois, en gros, on s'était rendu compte que ce serait hyper dur d'en faire un business, que le product market fit il était pas là, le time to market il était pas là. Derrière, en fait, j'ai fait le wagon parce que j'avais envie de savoir comment coder, comment ça marchait, le web. Qu'est-ce que c'est qu'un get, un post, qu'est-ce que c'est que le SQL. On va leur faire une petite promo gratuitement là, mais en vrai, non mais ça représente quoi le wagon et est-ce qu'on peut apprendre à coder? Je crois que c'est un laps de temps assez court, c'est pas forcément 1 an de formation. Je sais plus combien de temps, mais je crois que c'est 9 semaines ou quelque chose comme ça. Moi, j'étais la promo 4 du wagon, je crois, donc vraiment au tout début. D'ailleurs, c'était dans les locaux de The Family. Ok. Ils étaient maqués avec The Family, je savais pas. Je sais pas s'ils étaient maqués, mais en tout cas, ils devaient sous-louer une partie des locaux qui étaient rue du Petit Musc. Ouais, exactement, dans le Marais, ouais. Exactement. Et donc, moi, j'ai fait ça et franchement, c'était génial. Déjà par les gens qu'on rencontrait. Et notamment, à l'époque, dans les personnes qui faisaient le wagon avec moi, t'avais une personne qui s'appelle Arnaud Laurenti et qui était polytechnicien, donc qui était hyper fort lorsqu'il y avait des exercices à faire. C'était assez frustrant d'ailleurs à l'époque de voir les ingénieurs qui étaient beaucoup plus rapides. Tu voyais que ça suffisait, ouais. Ah ouais, bah oui, quand tu te retrouves en binôme avec quelqu'un, il a fini les 5 premiers exos et toi t'es à peine au deuxième et encore. Back to school, quoi. Ouais, bon bref, beaucoup d'humilité dans ces cas-là et bref, et j'écoutais souvent les confs de The Family en sortant du wagon parce que c'était hyper intéressant. Et une fois, il m'avait dit tu devrais écouter l'original. Et l'original, c'était Sam Altman et Paul Graham qui présentaient, qui faisaient des cours avec le Y Combinator à Stanford. Et là, je suis tombé sur ces cours de Stanford, et là, ça a été pour moi une belle claque, dans le sens où j'ai adoré, je les ai suivis hyper religieusement, et c'était plein de choses hyper contre-intuitives, les essais de Paul Graham notamment. Et derrière, t'es encore abonné à sa newsletter là ou... Je suis plus abonné à sa newsletter. Je me relis régulièrement ses essais, par contre, ceux que je préfère pour reprendre les fondamentaux, on va dire. Et derrière, une fois que je fais ça, je développe We Do Gift, donc une plateforme de chèques cadeaux où effectivement tu nous as rejoint à ce moment-là, enfin quelques années après. Ouais. Et là, chez We Do Gift, j'applique assez religieusement une grosse partie des principes développés par Sam Altman et Paul Graham dans leurs différents cours. Il y a une vingtaine de cours avec à chaque fois sur chaque cours une célébrité qui vient, on va dire, donner son expérience, son expérience en cas pratique. Okay. Donc, tu vois, par exemple, moi, il y avait quelque chose que j'avais adoré, c'était la fille, elle s'appelle Adora Cheng de Homejoy, qui vient et qui explique do things that don't scale. Donc et c'est vrai que quand on va en parler de ça. Quand tu sors de cabinet de conseil, tout simplement, voilà, j'avais fait 4 ans chez EY, tu te dis, voilà, chaque chose que je veux faire, il faut pouvoir le scaler, sinon ça va pas être rentable. C'est ce que tu te dis quand t'es néo-entrepreneur. Eh bien, là, il t'explique très bien que il faut surtout pas penser comme ça et qu'au début, sa croissance, faut aller la chercher à la main. Donc, Adora Chung qui faisait un service de service à domicile de ménage, un peu en mode freelance. C'était une belle boîte à l'époque du Y Combinator qui a fermé depuis à cause des problèmes de requalification du droit du travail, mais elle va sur les marchés et avec son frère, elle va sur les marchés pour distribuer à un moment où il fait très chaud des bouteilles d'eau gratuites, et à chaque fois elle donne une bouteille d'eau gratuite avec un petit flyer et elle pitch sa boîte. Et elle pitch sa boîte et les gens ils se sentent un peu redevables, et c'est comme ça qu'elle a ses premiers. C'est pas ça le customer research aussi dès le départ? De valider qu'il y a un intérêt. Si. Que tu n'as pas fait. Non, je l'ai pas fait sur la première boîte, sur William, je l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est une bonne idée, on dirait que ça coche toutes les cases. Non, je l'ai pas fait du tout, ouais. À l'inverse, We Do Gift, c'était un marché qui était assez intéressant dans le sens où c'est 3 milliards d'euros de chèques cadeaux. Et moi, quand je travaillais chez EY, j'avais eu ce problème-là de récupérer mes chèques cadeaux. J'étais en mission à l'étranger ou en province ou quoi. Et donc, du coup, je pouvais pas récupérer mes chèques cadeaux parce que la permanence, elle était ouverte quasiment jamais. Et du coup, il fallait que j'envoie un mail pour dire à un pote. Papier, hein. Ouais, c'était papier à l'époque. Il fallait que j'envoie un mail à un pote pour qu'il récupère mes chèques cadeaux, et après, il fallait que je vois mon pote pour qu'il me les donne. Et ensuite, une fois que je les avais, il fallait que je puisse aller les utiliser à la Fnac, si en magasin. Si tu les as pas perdus. Ou s'ils sont pas périmés. Et s'ils sont pas périmés, ça m'est arrivé. Et pour la petite histoire, avant, je crois, en 2013, ça m'arrive, je crois, j'ai les tickets chèques cadeaux EY, et c'était le dernier jour de l'utilisation, et je me rappelle, j'avais un match de foot 11 contre 11 avec arbitre, et c'est moi qui devais payer l'arbitre.
Attention, payer l'arbitre. Aïe, qu'est-ce que tu vas nous dire? Payer l'arbitre quand t'es en match amateur, il y a quelqu'un qui est désigné le capitaine de l'équipe qui paye l'arbitre. Et donc du coup, il fallait pas que j'arrive en retard parce que si tu le payes pas avant le match, il veut pas arbitrer. Et puis t'arrives pas en retard un match de foot. Tu l'as pas payé avec des chèques cadeaux. Non, du coup, je suis allé à la Fnac et là il y avait un monde mais de malade mental. Il y avait c'était le mois de décembre, donc c'était horrible. Et là j'avais je sais plus 150 € de chèque cadeau d'EY. Et là je monte à l'escalateur, c'était la Fnac de Saint-Lazare. Mais l'enfer. Je vais jamais être à l'heure et tout. Et là, à l'époque, il y avait des chargeurs portatifs de téléphone. J'en prends 10. Je sais pas, ça devait coûter 100 balles. Je sais plus, j'en prends 8. Ça faisait 150 €. Je les prends tous. Je fais la queue et je vais être en retard. L'enfer. Mais pourquoi je peux pas utiliser ce chèque cadeau directement sur le site de la Fnac.com, sur Amazon, quoi. Et du coup, voilà. Et là, le customer research, en fait, là, c'est toi. Tu le fais sans t'en rendre compte. Exactement. Là, je me dis, là, il y a quelque chose, il y a un vrai problème de pas pouvoir utiliser son chèque cadeau en magasin et sur Internet. Le problème, c'est qu'à l'époque, les pure players, ils sont pas du tout prêts. On va en parler d'ailleurs, petite parenthèse, c'est un marché, tu disais 3 milliards détenus par 3 géants, ou 2 géants même, enfin c'est un oligopole. Mais on rentre dedans juste après. Pitch-nous ta dernière voix, tu nous as parlé d'Achille. Effectivement. Est-ce que l'humain va être remplacé par l'IA? Est-ce que l'humain va être remplacé par l'IA? Alors, c'est une bonne question dans le sens où on va y arriver, je pense. C'est une question de temps. Ouais. Par contre, faut pas mettre la charrue avant les bœufs. En gros, l'IA, on en parle énormément, mais c'est pas capable de remplacer l'humain pour plein de choses aujourd'hui. L'émotion déjà, j'imagine. L'émotion, certes, mais je pense même en termes de qualité et en termes de réflexion, c'est exceptionnel l'IA. Mais avant que ça remplace totalement l'humain et notamment au niveau du service client, il va y avoir, on a le temps. Vraiment, on a le temps et je pense qu'il faut prendre les choses dans l'ordre. Pour faire la petite transition, en fait, je sais pas si ce qui a fait aussi que We Do Gift à l'époque a très bien marché, c'est que, je sais pas si tu te rappelles, dans les locaux, mais on avait un grand open space avec les équipes commerciales et on avait les équipes service client qui étaient au même endroit. Et tout le monde dans la boîte faisait du service client. Et moi j'étais un peu la caution fintech de la boîte. Je souhaitais que, comme Amazon, on soit obsédé par nos clients et par le fait de leur donner une entière satisfaction. Et tout le monde dans la boîte, les développeurs, le produit, le marketing, la communication. Le bras droit du CEO. Tout le monde, la finance, les CSM, tout le monde, même les développeurs, c'était pas facile tout le temps. Tout le monde en faisait. Attends, moi, je peux être honnête? Vas-y. Moi, ça me faisait chier. Moi, je dois être grave honnête, mais attends. En fait, je suis un stagiaire qui vient avec mon périmètre de tâches. J'ai pas le visu, en fait, de qu'est-ce qui est le mieux pour la boîte. Donc, vas-y, raconte, mais est-ce que vous êtes heurté à ça aussi? Alors, c'est un point central, ce que tu es en train de dire. Ouais. C'est un point central même dans pourquoi Achille, en fait. C'est que, je savais que c'était hyper important que tout le monde en fasse parce que je voyais tous les avantages que ça avait. Ça avait certains inconvénients. On va en parler, mais tous les avantages, c'était déjà que tout le monde ressentait les problèmes du client. Donc, tout le monde avait la même vision et le même ressenti par rapport à ces problèmes. Il n'y avait pas une déconnexion entre j'ai une bonne idée et qui va résoudre un problème éventuel. Non, là, le client, on le connaît, on lui parle, on sait ce qu'il ressent parce qu'il nous le dit. Et c'est pas je regarde des reportings et je me fais mon idée. C'est je lui parle. Et c'est la différence entre ressenti, enfin entre faire les choses et les faire faire, si tu veux. Et donc, quand tu as quelqu'un qui te dit, là, j'ai eu 10 appels sur le même sujet, qu'est-ce qui se passe? Il y a une opportunité, un problème, donc une opportunité. Et ben voilà. Et en fait, à chaque fois, on avait des super bonnes idées pour améliorer le service ou améliorer le produit qui provenaient de plein de personnes différentes dans l'équipe. Ça pouvait être des stagiaires à la com, ça pouvait être des développeurs qui étaient très bien payés, ça pouvait être des gens au marketing, ça pouvait être des gens à l'équipe commerciale. Moi, d'ailleurs, ça avait tellement de bienfaits que ça nous a permis, en fait, pas que, mais de passer d'un NPS négatif, moi, quand j'ai lancé le produit, que j'ai repris le produit à l'époque. Donc NPS, Net Promoter Score, ouais. En 3 ans, on est passé à près de 40. On a pris 40 points, ce qui est exceptionnel, avec des centaines de milliers de retours. Donc, c'était... Enfin, voilà. Et moi, d'ailleurs, mon job, il y a 2 choses. C'est que c'était difficile parce que il y avait beaucoup de suggestions. Donc, j'avais un espèce de... Je sais plus, on a changé plusieurs fois de process, mais au début, c'était peut-être un Trello où plein de gens mettaient des idées ou un Google Sheet et à chaque fois,
le problème qu'on a eu, l'idée pour essayer d'améliorer le produit ou le service, mais dans sa globalité. Et moi, je disais oui, non, parce que je gérais tout le produit et l'équipe tech. Et donc, je devais dire beaucoup non. C'était un vrai problème d'ailleurs dans ma boîte. Okay. C'était priorisé. Et du coup, comme on avait une petite équipe tech, malgré un CTO qui était hyper fort, qui s'appelle Jean-Christophe Boss, pardon. Excuse-moi, JC. Excuse-moi. Salut, JC. Excuse-moi, JC. En fait, on avait beau aller très vite et on devait dire non à pas mal de choses. Et donc, tu avais ce côté-là. Heureusement que tout le monde met sa pierre à l'édifice parce que c'est pas que moi qui avais les bonnes idées. Moi, j'en avais quelques-unes et je voyais mes prospects, je voyais mes clients tous les jours. Et en plus, c'est pas juste bien connaître le produit. Tu sais, on te dit dans une boîte tech, c'est top si tout le monde connaît le produit. Là, c'était pas juste ça l'enjeu. Est-ce qu'il y a pas un côté, après tu vas finir sur Achille quand même, hein, c'est long de l'intro. Mais est-ce qu'il y a pas un côté de, tu sais, on te dit que surtout dans une startup, on veut engager tous les collaborateurs vers un but commun. Tout à fait. Tout le monde met sa pierre à l'édifice et c'est vrai que quand tu parles à je sais pas, un sales qui est en rendez-vous et il y a un prospect qui lui pose une question et puis il arrive avec une idée et il la met dans le fichier qui est aussi lié au service client, le même fichier, et que une semaine après son idée elle est mise en prod, tu sens qu'il est fier, tu sens qu'il est engagé comme personne. Ça s'achète pas, la fierté. Exactement, ça s'achète pas. La reconnaissance. Ouais. Et pour rebondir par rapport à ta question de tout à l'heure et par rapport à ta remarque plutôt. Moi aussi, ça me faisait chier, mais tu peux pas imaginer à quel point ça me faisait chier de faire du service client. Et d'ailleurs, c'était pas dans mon périmètre. J'avais réussi à faire en sorte qu'on ait une ligne gratuite on était un des premiers clients d'Aircall. On avait mis un Zendesk. Qui vous l'a fait gratuit? Non, Aircall on payait, mais pour le bénéficiaire du chèque cadeau, il pouvait appeler gratuitement. Ah, ok, ouais, j'ai compris. Ouais, sauf que avec Mazda associé à l'époque, ça a été un vrai combat d'avoir une ligne gratuite. Ok. Parce que c'était pas le mindset, justement. Le mindset, c'était de faire payer la ligne. De faire payer 15 centimes, 20 centimes d'euros la minute. Moi, je voulais justement avoir... Ce serait aberrant aujourd'hui, ça. Ce serait aberrant aujourd'hui. À l'époque, ça l'était pas forcément. Et ça a été des longs débats. Mais une fois qu'on l'a eu, le but, c'était justement de pouvoir parler énormément avec ses utilisateurs au fur et à mesure de la croissance pour pouvoir avoir toujours plein de retours. Et mon job, c'était de montrer qu'il fallait faire du service client. Donc, j'en faisais, mais j'avais plein d'autres choses à faire, mais j'essayais de le faire régulièrement pour montrer à toutes les équipes qu'il fallait le faire. Et c'est vrai que c'était très chronophage, très compliqué de temps en temps de bien répondre et de vouloir avoir, de fournir une réponse extraordinaire. C'était compliqué. De temps en temps, on pouvait passer plusieurs minutes sur un ticket. C'était, même pour moi qui connaissais tout par cœur, ça pouvait être compliqué. Et donc, c'était un pain. C'est vrai que c'était un pain. Et il n'y a pas que ça, mais quand j'ai eu l'idée d'Achille, je me suis dit, si on pouvait avoir quelque chose qui nous fait gagner du temps et qui nous prémâche une grosse partie du boulot, ce serait cool. Et on y arrive enfin. On y arrive enfin. Je sais pas si tu l'as pitché depuis tout à l'heure. Non, on est d'accord. Et il y a eu humain. Ouais, pourquoi je te parlais de ça? Ouais. Achille, c'est un service tech-enabled. Donc, où on va fournir à nos clients l'externalisation de services clients avec des super agents qui sont des humains, comme toi et moi, mais qui vont être augmentés à l'IA. Donc, ça veut dire que concrètement, augmenté à l'IA, ça veut dire que nous, on va se connecter à toute ta data et on va te pré-rédiger des réponses avec Achille AI, qui est un SaaS, Software as a Service, où tu vas prendre un abonnement mensuel, qui va pré-rédiger des réponses à toutes tes questions clients. Mais à valider par un humain. Okay. Exactement. Dans un premier temps. Et donc, on a le Achille Hub, qui est la possibilité d'externaliser, partiellement ou totalement, ton service client à des super agents qui sont des humains et qui vont, on va dire, faire ce qu'on appelle le last mile, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier la réponse et l'envoyer. C'est de ça dont manque beaucoup d'IA, le fait de pouvoir l'enrichir et l'ajuster de manière à chaque use case, en fait, pour qu'elle soit la plus précise possible. Alors, il y a pas mal d'autres boîtes qui vont... Ouais, je pense qu'il y a pas mal d'étapes qui sont en temps un peu brûlées, dans le sens où, nous, en tout cas, notre vision, c'est pas de remplacer l'humain. En tout cas, pas tout de suite. Nous, notre vision, c'est de l'augmenter. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'avec l'humain, en fait, avec Achille AI, on met l'IA au service de l'humain. On lui pré-rédige la réponse. Il gagne énormément de temps, il gagne en qualité. Ouais. Il y a plein de choses qui sont assez cool pour l'humain. Et en fait, avec le hub, on va mettre l'humain au service de l'IA. C'est-à-dire qu'on va permettre aux humains de venir corriger l'IA pour venir faire en sorte d'améliorer l'IA au fur et à mesure. Il y a des algos de RLHF, donc de Reinforcement Learning from Human Feedback. En fait, à chaque fois, on va comparer la réponse qui est envoyée
avec la réponse qui a été générée. Et du coup, on auto-apprend. Et c'est vrai que... Donc, c'est le taux de accuracy, de justesse. Je sais pas comment... Ouais, c'est ça. Ouais, nous, on appelle ça le taux d'usage. Mais grosso modo, c'est ça. Mais en fait, le but, c'est vraiment de venir améliorer l'IA au fur et à mesure du temps et permettre à l'humain de se consacrer vraiment sur les tickets à très haute valeur ajoutée où l'IA ne pourra jamais le faire, ou en tout cas pas dans les prochaines années. Mais si je comprends bien, l'objectif, c'est de tendre vers une IA qui puisse répondre à 99,999%, vu qu'il y a tout le temps des use cases qui vont sortir. Tout à fait. On fait que augmenter le taux d'usage aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, nous, on a inventé quelque chose qui s'appelle les flows, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des automatisations totales. Ouais. C'est-à-dire où, en gros, le ticket, il n'y a pas d'humain dedans. Si il estime qu'il y a un peu trop de risques, il va faire un copilote, c'est-à-dire qu'il va pré-rédiger la réponse. Et enfin, tu as l'humain qui vient, si tu veux, le vérifier ou l'amender pour justement permettre, parce que la mission d'Achille, c'est d'imaginer un monde où chaque interaction client se transforme en une expérience extraordinaire. Et donc, c'est vraiment ça, le sous-jacent d'Achille. La mission, c'est le service client aujourd'hui, et surtout en France, pas qu'en France d'ailleurs, mais souvent le service client, c'est la 5e roue du carrosse. C'est un centre de coût. Eh bien, c'est chiant. Et c'est chiant. Et c'est chiant. Et non, mais les gens le ressentent comme ça, donc tu procrastines presque. Exactement. Et moi, je suis intimement persuadé que le service client, c'est un centre de profit. Et un superbe centre de profit. Et l'un des meilleurs et des plus importants dans la boîte. Quand tu as des boîtes qui dépensent des millions en coûts d'acquisition et qui profitent pas du service client au moment où ils ont un échange pour justement créer une expérience incroyable avec leurs clients, je pense qu'ils se trompent. Et je pense que dans un monde où les coûts d'acquisition, ils ont été démultipliés, le service client, eh bien, c'est quelque chose qui devrait être fait parfaitement parce que même si t'as pas un super produit, si t'as un super service client, eh bien, tu t'en sors très bien. Pour toutes les boîtes, sourcer un nouveau client et le convaincre coûte plus cher que de s'assurer de garder un client tout le temps. Tu sais, c'est un peu ce qu'on dit, mais... Je pourrais pas l'affirmer comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que y a rien de mieux qu'une bonne rétention. Ok. C'est-à-dire que c'est l'image de Platon et du tonneau des Danaïdes, comme le plaisir, les désirs qui sont, tu mets dans un tonneau, mais en fait, les plaisirs humains, c'est percé, et donc plus tu en rajoutes, plus t'en as envie, en fait. Et donc l'effet boule de neige, quoi. Bah, c'est plutôt, c'est-à-dire que la rétention, en fait, il vaut mieux avoir un tonneau qui est bien hermétique, quoi. Donc s'il est percé, tu t'es obligé de le remplir tout le temps. C'est tout simple. Je sais plus quel écrivain. C'est le lion n'est pas un animal qui, tel le lion rassasié par l'antilope, ira s'asseoir paisiblement parmi les lionnes et lionceaux. Et en gros, c'est ça. C'est bon, voilà, c'est lié au plaisir. J'ai l'impression que tu pourrais le faire en arabe. Ça ferait un proverbe du daron, tu vois. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles d'arabe parce que je pense qu'on pourra en parler après sur tout ce qui est entrepreneuriat et tout. On va en parler, ouais. Mais enfin bref, non, je vais pas faire de sortie de route. Pas tout de suite. Ok, pas tout de suite. J'ai une dernière question parce qu'en vrai, on est déjà en train de parler du client. Et on a parlé en gros de focus sur son client via le SAV. Tu nous as parlé de do things that don't scale. Donc la traduction, c'est fait des choses qui n'ont pas capacité de croître exponentiellement. Est-ce que Achille ne répond pas à ça? Donc c'est-à-dire de pouvoir faire des choses qui au final scale en focusant sur le client dès le départ. Tiré par les cheveux ou pas? C'est toi qui fais des phrases de philosophe, donc là ça va, non? Non, mais en gros, effectivement, on peut avoir cette vision-là de chaque ticket client, on va répondre de façon extraordinaire au client. C'est-à-dire que la réponse, elle est parfaite. Mais c'est plus du one-one, du coup. C'est ça que je veux te dire. Ça scale au final. Parce que ce que tu dis à la base, c'est que tu dois aller parler à chaque client un par un et que ça scale pas forcément. C'est contre-intuitif et pourtant c'est top pour ton produit et pour les garder. Ouais. En fait, il y a un autre sujet sur le côté automatisation qui est un peu... je suis pas sûr d'avoir très bien compris ta question, mais en gros... Dis-moi. Sur l'automatisation, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est plus aux États-Unis qu'on voit ça, mais beaucoup de clients veulent automatiser full. Maintenant, il y en a de plus en plus, un peu moins en Europe. Ça commence, mais encore, il va avoir le contrôle. Et moi, je leur conseille d'avoir le contrôle parce que l'automatisation, ça, c'est génial en termes de coût, en termes de réactivité. Après, tu peux avoir tendance, justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à perdre la qualité. Non, pas la qualité, à perdre le ressenti.
C'est-à-dire... Ok, il y a des infos qui fuient. Ouais, mais on sait qu'il y a ce problème, mais en fait, si tu le ressens pas, en fait, tu vas pas essayer de le régler. Okay. C'est la même chose que quand chez We Do Gift, tout le monde faisait du service client. D'ailleurs, après, j'ai appliqué ces méthodes dans d'autres boîtes. Hein. Mais grosso modo, si tu le ressens pas, tu vas moins être enclin ou avoir moins de volonté pour essayer de le résoudre. On te le dit, ça reste une ligne sur un tableau de reporting, en fait. Si tu l'as pas ressenti, c'est différent. Donc, faut faire attention avec l'automatisation à ce niveau-là, même si c'est le sens de l'histoire. Okay. Et même si je le fais on fait avec plein de clients. Mais d'ailleurs, dans les points qui sont importants en termes de reporting, moi là, je passais énormément de temps à catégoriser tous les tickets par typologie de problème. Donc à chaque fois que j'avais un trajet de 2-3 heures, je prenais mon fichier, je me disais il n'y avait pas internet à l'époque dans les trains ou quoi. Juste par typo ou par ordre de prio? Par typo. Ok. Je l'ai catégorisé sur des milliers de retours avec donc sur mon NPS, il était synchro. J'avais des commentaires. Tous ces commentaires-là, je les catégorisais. Et derrière, je faisais un beau TCD et je me disais, OK, j'ai 15 trucs, 15 items et je les trie par ordre décroissant. Je prends le premier et je le résous. C'est quoi alors, c'est des tableaux croisés dynamiques, mec. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. Ça me fait rire. Juste une mini question. C'est comment tu calcules le facteur de priorisation là-dessus? Justement, en fait, c'est au nombre de retours. Là, c'était au nombre de retours. Hein. Il y a pas. Ok. Pendant très longtemps, je le faisais au nombre de retours. Donc, imaginons, j'avais 2000 retours. Les 2000, enfin, j'avais beaucoup plus de retours, mais avec des commentaires exploitables. Ouais. Et donc, je les mettais tous dans à l'époque, c'était un fichier Excel ou un Google Sheet, je sais plus. Et je les triais par catégorie. J'en avais une quinzaine, on va dire. Et à la fin, je faisais le nombre de. Non, par ordre décroissant. Mais je prenais celui qui était 25%, 15%, 10%, et je prenais le 25%, je dis, OK, comment on peut faire passer comment on peut régler ce problème-là? Et du coup, c'était la priorité pour toute la boîte, hein. Ouais, j'ai compris. Je veux juste t'embêter. J'ai une question, en fait. Ouais. Il y a naviguer sur l'app. Ça peut être un problème, je sais pas, pour X raison, c'est pas intuitif, t'as beaucoup de retours là-dessus. Et à côté, t'as, OK, donc là, je prends l'exemple de We Do Gift, chez ce commerçant, mes chèques cadeaux ne marchent pas. Donc là, il y a un problème de paiement. Mm-hmm. Est-ce que s'il y a eu 2 fois ce retour de paiement versus 30 fois le retour sur l'app, comment tu priorises? Ou est-ce que quand on parle de paiement, c'est la chose qui passe première ligne directement? Moi, à l'époque, j'étais full NPS, quoi. C'est-à-dire que j'envoyais à chaque burn, donc à chaque utilisation, j'envoyais un petit questionnaire. Seriez-vous prêt à recommander We Do Gift à un ami avec une note de 0 à 10? Et donc, tous les matins, je me réveillais avec mon score. Donc, c'était ça qui me réveillait par Slack, une petite alerte, paf, et j'avais mon score de la veille. Plus que le chiffre d'affaires, par exemple. Plus que le chiffre d'affaires. Ah ouais, parce que moi, j'étais persuadé, je le suis toujours, que si j'augmentais mon NPS, j'augmenterais mécaniquement mon chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'avec le word of mouth, avec le bouche, le client allait parler à d'autres clients de ma solution. À l'époque, on avait monté une belle machine d'outbound, mais en plus on avait les avoirs, on n'en a pas parlé, mais en gros les chèques cadeaux, ils étaient, pas de date de péremption chez nous, donc s'ils étaient périmés, c'était l'entreprise qui les récupérait. Si mes souvenirs sont bons, c'est quoi, 15-18% des chèques cadeaux c'est du CA gratuit pour les voix. Ça dépend des types de chèques cadeaux, mais c'était des montants qui étaient très importants. On parle sur 3 milliards de... Voilà, c'était des très très gros montants. Chez nous, c'était un montant aussi qui était important et qu'on redonnait à nos clients. Et du coup, on revient sur l'ordre de priorité. Du coup, Et sur l'ordre de priorité, sur le NPS, moi, ma boussole, c'était comment je l'améliore. Comment j'améliore ce score. Donc, tu vois, en 2015, on avait un NPS négatif quand je l'ai mis en place. C'est possible, ça. Si, oui. D'ailleurs, si tu notes de 0 à 10, comment il peut... non, parce que le NPS, c'est la différence entre tes promoteurs. Donc, quand tu mets 9 ou 10 sur 10, et tes détracteurs, 0 à 6. Okay, ça fait 7 notes. Donc, ça fait ta différence de pourcentage entre tes promoteurs et tes détracteurs. Donc, mathématiquement, tu as 7 notes de 0 à 6 et tu n'as que 2 notes de 9 à 10. Et promoteur en France, 9 ou 10, les Français mettre 9 ou 10, c'est dur. Et 7, 8, t'es passif. Donc, t'es au milieu et donc t'es même pas dans le... Voilà. Et donc, non, c'est compliqué. Quand tu te lances au début, c'est pas facile. Et donc, du coup, moi, mon but, c'était vraiment de l'augmenter et on a réussi à le faire collectivement avec l'équipe parce que tout le monde avait des bonnes idées. On venait améliorer hyper régulièrement le produit, on shippait tout le temps des nouvelles features, et notamment grâce au service client qui était un réceptacle de tous les problèmes qu'il y avait régulièrement,
Et franchement, je pense que la grande majorité des features venaient du service client. Donc là, juste, je te remets dedans dans la question, mais niveau thune, non mais t'inquiète, on dérive, c'est la beauté du podcast. Niveau thune, un paiement qui passe pas, c'est pas forcément ça pour une personne sur vos milliers de clients qui va passer en prio. Pas du tout. Donc c'est vraiment à quel point ce problème est commun à beaucoup de personnes. Là, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet. En fait, t'as aussi le sujet de combien de temps on va mettre pour le développer par rapport au nombre de personnes que ça va toucher. Et par rapport finalement au NPS. En gros, en faisant telle feature, je vais prendre 1 point de NPS, mais du coup, je suis quasiment sûr d'en prendre 1 ou 2 points de NPS. Mais du coup, combien de temps je vais mettre pour la développer? Donc, tu as ce ratio effort-reward, entre guillemets, toujours, sur que ça. Tu dois toujours, à chaque fois, la question, c'est, tu vas avoir ton équipe. Alors, tout n'est pas dans le code non plus, hein. Il y a plein de choses qu'on a fait, un peu à côté, tu vois. Je sais pas si tu te rappelles des lettres chèques, si tu te rappelles de plein de sujets. Je me souviens pas de ça, peut-être je suis arrivé mais grosso modo, t'as toujours dans le produit, moi, le NPS, je trouve que c'est un indicateur qui est hyper exigeant et donc qui te laisse pas beaucoup de place à l'interprétation, dans le sens où soit il monte, soit il descend. Et à la fin, le client, la question, elle est, êtes-vous prêt à recommander cette application à un ami? Et est-ce que c'est différent pour une boîte? Alors, c'est particulier, WeDoGift, parce que tes clients, c'est donc B2B, donc c'est les boîtes, mais les utilisateurs, c'est B2C, donc c'est les utilisateurs particulièrement qui utilisent le SAV. Et aujourd'hui, avec Achille, t'es en B2B, mais in fine, ça reste des humains derrière. C'est quoi la diff sur le NPS et qu'est-ce que tu recommanderais aux gens? C'est tout à fait différent aujourd'hui en termes de NPS, parce que j'en ai. Alors moi, mon NPS aujourd'hui, je vais le calculer sur mes agents support. Ok. Donc ensuite, il y a le CSAT. Le CSAT, c'est sur les clients de mes clients. Ok. Les clients de mes clients, eux, ils ont des petits questionnaires qui est êtes-vous satisfait de la réponse? Oui, non. Ça te donne un score de 0 à 100 sur tel outil de ticketing et des étoiles sur 5 sur d'autres outils de ticketing. Et moi, le NPS, ça va être sur mes agents. Est-ce que je leur fais gagner beaucoup de temps? Est-ce que je leur fais gagner beaucoup de qualité? Est-ce que, voilà. Moi, je vais te dire, le truc que j'adore, c'est quand des agents m'écrivent des mails, m'envoient des messages et me disent, franchement, je sais pas comment je pourrais faire sans Achille aujourd'hui, quoi. Je m'en sortirais pas. Donc c'est aussi important pour toi, au final, d'avoir les retours de mes agents, des agents support, alors que j'ai soit en interne, via le Achille Hub. Alors, en interne, c'est des freelances experts de la relation client, soit les agents support de mes clients, qui, eux, me font des retours réguliers sur la qualité des réponses. On fast back, je sais pas comment dire, je vais dire fast forward, non, c'est l'inverse. Fast backward. Damn. Ma mère est prof d'anglais, elle nous regarde, donc très souvent, je dis quand je me chie en anglais, elle doit pas être contente. Pourquoi t'entreprends, mec? C'est ma vraie question qui me taraude depuis tout à l'heure, mais en fait, on se relance sur des sujets vraiment propres au business, mais t'as passé, il me semble, 4 ans chez EY au début de ta carrière. Ouais. Puis après, tu t'es dit, je vais monter une idée sur, une boîte sur une idée dans laquelle je crois, mais que j'ai pas validé. Pourquoi, en fait, t'as choisi de prendre ce risque? Faut revenir peut-être à l'origine. Tout à l'heure, je t'ai dit, on aura peut-être l'occasion de parler du Maroc. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants. T'es le combienième? Je suis le 4e. Okay. Et tout le monde a fait des super études. Genre, tout le monde est très très fort à l'école. Mon frère, il a fait médecine, il est ophtalmo. Ma sœur, elle a fait Polytechnique. T'as fait quoi, toi? Moi, j'ai fait prépa, j'ai fait Sup de Reims. J'en suis très content, mais on va dire qu'à l'école... Néoma, c'est ça? J'ai fait Néoma, ouais. Et donc, je viens d'une famille où, on va dire, il n'y a pas trop de prise de risque, dans le sens où, fonctionnaire, mon père est chez EDF. La prise de risque, c'est pas trop ça. Et très scolaire, dans le sens où, enfance très heureuse, on déménage beaucoup. Et moi, je suis plus dans la compétition, le sport, le business, l'achat, la vente. Très vite, quand je suis petit, je fais des gaufres et je les vends sur la plage, je les vends à droite à gauche, je vais cueillir les pignons de pain. Tu sens un décalage par rapport à ta famille à ce moment-là? Un petit peu, ouais. En fait, tu vois, quand on habitait au Maroc, mon frère était en prépa à Sainte-Geneviève, ma sœur était en train de faire Polytechnique, mon frère était, je sais plus, en 7 ou 8e année de médecine, et Tantin, il venait nous voir avec ma petite sœur à Casablanca. Et moi, c'est simple, à chaque fois qu'il y avait une négociation à faire dans les souks ou quoi, tu vois, moi, je leur disais, il venait me voir, il me disait, je veux acheter ça.
Et moi, mon truc, c'était, OK, laisse-moi faire. Et C'était un plaisir. J'adorais négocier, j'adorais marchander, truc. Et moi, mon job, c'était, je vais avoir un meilleur prix qu'un Marocain. Ce qui est pas facile. Clairement. Ce qui est Même pas moi, facile. j'y arrive pas du tout. Voilà, donc j'adorais ça. Et donc, mes frères et sœurs venaient, dès qu'ils voulaient acheter un truc, dans n'importe quel sou, ils venaient me voir, ils me disaient, Florent, je veux acheter ça. Et c'est moi qui m'en occupais pour eux. Okay. J'étais au collège, tu vois, et j'adorais ça. J'adorais le business, j'adorais marchander, j'adorais faire croire que je partais. J'adorais vendre, j'adorais acheter, j'adorais vendre. Et j'étais toujours dans ce truc de, j'aimerais trop avoir un business, mon propre business et donc, très vite, c'est venu, je savais que je voulais monter une boîte, je savais que j'avais envie d'entreprendre, j'avais envie de créer. Et quand je suis sorti d'école, le conseil, c'est bien, c'est un 3e cycle, mais faire des rapports de due deal et de pas être derrière en manette. C'est une continuité de l'école? Ouais, c'était une super continuité. Non, mais enfin, les grosses boîtes qui recrutent, c'est des belles voies en plus quand on sort d'école, le conseil, la finance, j'aurais jamais pu créer les boîtes que j'ai créées après sans EY, clairement. Est-ce que tu estimes qu'au bout de 4 ans, t'avais fini le game? Et quand je dis fini le game, c'est de ce que tes parents et de ce que tu voyais de tes frères et sœurs, donc ce qu'on t'a retranscrit, tu t'es dit, OK, voilà ce que je dois faire pour gagner un bon salaire. Ça y est, en 4 ans, j'ai prouvé que je pouvais le faire. Maintenant, je vais vivre ma vie. C'est marrant, je me rappelle de déjeuner où mon père, un peu avant de partir à la retraite, il était à la Défense, il me disait, alors c'était cool chez EY, j'avais des augmentations à 2 chiffres quasiment tous les ans, T'es bien augmenté, tu gagnes bien ta vie, t'as pas d'enfants. Tu bosses beaucoup quand même. Tu bosses beaucoup, mais t'apprends plein de trucs, donc c'est cool. Non, et je me rappelle très bien avoir cette conversation. Je déjeunais avec mon père, je lui dis, là, ça y est, le 3e cycle, je l'ai fait, je vais monter ma boîte, quoi. Là, il dit quoi, ton père? Il me dit, mais t'es fou. Donc, il te renvoie ses peurs. Ouais, il me dit, non, mais attends, tu gagnes bien ta vie, t'as des augmentations à 2 chiffres, t'as un très bon bonus, pourquoi tu veux aller monter ta boîte? Et dans ma famille, c'est vrai que je crois qu'il y a, dans ses grands-parents, il y a eu des faillites, il y a eu des gens qui ont perdu beaucoup. Et des cousins aussi qui ont perdu, pas mal de gens sur des générations antérieures voilà. Et donc l'entrepreneuriat, il en avait très peur. Et moi, je savais que je voulais faire ça depuis très longtemps. Donc c'est vrai que quand on en a parlé, il était vraiment contre. Mais à un moment donné, quand tu sais que quand ça fait des années que tu te dis, moi, je rêve de monter ma boîte. Et à l'époque, je me rappelle, j'allais au Players Bar régulièrement voir des gens pitcher, et tu votais, tu t'envoyais un texto à la fin pour dire c'était le projet une fois par mois t'avais une compétition de pitch et t'y allais et je voyais les gens pitcher et j'avais des étoiles dans les yeux. C'était en 2012 2013, je sais plus quand. Et d'ailleurs à l'époque t'avais Roxane qui travaillait pour Microsoft et qui venait religieusement à chaque pitch. Elle venait et à la fin elle prenait le micro et elle pitchait Microsoft. Moi, et elle avait une belle résilience parce que tout le monde voulait aller prendre une bière, personne l'écoutait très souvent. Voilà, et elle arrivait, elle pitchait. Et moi, c'est comme ça que j'ai connu Roxane à l'époque et c'était assez incroyable. Aujourd'hui, c'est la boss du plus grand incubateur d'Europe de start-up. Tout à fait. Dédicace Roxane, qui est passée sur ce podcast, évidemment. Mince, je suis en train de perdre mes questions. Attends, j'en ai 2. Déjà, je veux faire une mini parenthèse sur le Maroc. Et ensuite, on va reparler justement de... Pourquoi l'entrepreneuriat ? Peut-être j'ai répondu un peu. Non, mais je pense qu'il n'y a rien de très tangible. Souvent, je dis que on va pas découvrir une secret sauce dans ce podcast sur comment entreprendre. Moi, mon but, c'est que les gens puissent s'identifier à travers ce que tu racontes, moi le premier, et qu'à la fin, je me dise, Florian, il est chaud, mais ça va. C'est accessible, avec tout le respect. Est-ce que le commerce... Je considère que les pays méditerranéens, le Maroc en question, est un pays assez de commerçants. Est-ce que ça, c'est la base du business, c'est l'ancêtre du business et de l'entrepreneuriat? Parce que j'ai l'impression que même business et commerce, c'est le même mot. Donc, je pense que tu as des entrepreneurs qui arrivent très bien sans être bons au commerce, parce que si tu lances une application B2C sur Instagram, t'es pas forcément... Il faut savoir la vente dès le départ, non? Que ce soit des investisseurs, t'as des effets réseau, word moi, en tout cas, je sais que ça me fait vibrer. C'est-à-dire que quand j'ai fait 4 ans de finance, j'étais trop content de l'avoir fait, mais j'étais bien content d'aller faire du business et du sales. Tu vois, les montagnes russes du business, le fait de vendre son produit en plus. Alors ça, c'est extraordinaire de vendre son produit que tu as créé. De le voir utilisé au bout d'un moment par des gens que tu connais même pas. Exactement. Ouais. L'impact que tu peux avoir aussi
pourquoi être entrepreneur? L'impact. C'est-à-dire que moi, le truc qui m'a vraiment donné énormément d'énergie, c'est plus je voyais le nombre de personnes qui me disaient j'adore ton produit, c'est génial, ça change ma vie, que ce soit dans l'échec cadeau, que ce soit aujourd'hui avec Achille. Quand tu as un impact sur des gens et qui te disent ben c'est trop bien, surtout continue comme ça, allez-y, et quand tu as un bug, parce que ça arrive, et que les mecs ils t'écrivent et te disent ah, s'il vous plaît remettez-le en marche, truc, bah là je sais pas, tu te sens utile, tu te sens vraiment utile, tu te sens utile, et plus tu as d'utilisateurs, plus tu as de l'impact, tu vois, sur WeDoGift, tu vas avoir des millions d'utilisateurs, bah, plus tu te sens vraiment, tu te dis ouais j'ai changé la vie à ma petite échelle, hein, mais j'ai eu vraiment de l'impact. Signer un client, c'était presque moins important qu'avoir un retour positif ou gérer une galère d'un client existant. Franchement, c'est complémentaire. C'est-à-dire que moi, j'adorais les deux. D'ailleurs, c'est assez particulier dans mon profil, c'est que moi, j'ai toujours géré la partie produit avec l'équipe dev et la partie sales. Et les deux, je les faisais coexister souvent. Tu vas avoir des gens qui sont CTO et CPO. Ok. Et moi, j'ai très longtemps entre deux, quoi. J'étais CPO et CSO. Enfin, Chief Sales. Sales, ok. Et donc, sales, marketing, ouais, et SAV. Ouais, et les émotions que tu as, c'est deux émotions qui sont très complémentaires pour moi. Et de temps en temps, je trichais un peu aussi. Parce que, justement, avec un prospect, un très gros prospect qui me dit, ouais, vous avez pas ci, vous avez pas ça. Tac, j'allais me le développer. J'allais le développer vite. C'est pas tricher, c'est. Je trichais un peu avancer la charrue avant les bœufs. Mais ça, c'est. Si t'exécutes derrière. Oui. Moi, le fake it until you make it, c'est important de le gérer un peu avec enfin, voilà, il faut faire attention quand même. Oui, avec une part d'éthique, t'es pas là pour mentir, t'es là pour te mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Avec des prospects, tu vois, typiquement, je me rappelle une histoire avec Sanofi, il me disait, est-ce que vous avez Netflix, mon ancien partenaire? Je ne savais pas. Bon, c'était un contrat à 1,5 million, le soir même, c'était parti, on a envoyé 15 mails et je sais pas, 3 semaines après, on avait Netflix, quoi. C'est pas le meilleur moyen de passer à l'action. Là, je parle de vente, mais de plein d'autres choses. Si. C'est de voir que tu as une opportunité ou un problème et de te dire que malgré la douleur dans laquelle tu vas passer pour faire ça, le résultat est trop important parce qu'il y a un effet de ricochet, quoi. C'est vrai que de se mettre soi-même devant le fait accompli quasiment, tu es obligé de le faire. Donc, tu y vas à fond. C'est clair. Ton papa, donc, qui te dit que t'es un peu fou. Je vais revenir un peu là-dessus. Déjà, t'avais quel âge quand t'étais au Maroc, toi? Alors, j'ai fait mon collège. Ok. Donc, passé le brevet là-bas, je sais pas si je... putain, tu commences fleur de l'âge, tu commences peut-être à te découvrir. À quel moment dans ta vie, on t'a envoyé que t'étais un bon vendeur, que t'avais la tchatch ou du bagou, que tu savais aussi gérer des relations humaines? Tu vois, ça, j'ai l'impression que c'est commun et inhérent à beaucoup en tout cas du succès de beaucoup d'entrepreneurs. Et je l'ai jamais entendu à l'école. Donc j'aimerais savoir, toi, à quel moment... Quel moment t'as capté que t'avais cette valeur et que c'était aussi un atout? Franchement, je pourrais pas te dire à quel moment j'ai capté, dans le sens où c'était naturel pour moi de vendre et d'acheter et de négocier, et que j'adorais ça. Je sais pas comment te l'expliquer, c'est-à-dire que c'est en toi, et t'aimes faire... T'as le côté compétiteur aussi, je pense, qui joue pas mal, qui rentre en jeu, où t'as envie de gagner un business, t'as envie de gagner un deal, t'as envie de gagner, t'as envie d'être le meilleur, et donc d'avoir le meilleur prix, et oui, de vendre au meilleur prix. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pourrais pas te dire. Franchement, là, je me connais pas assez pour répondre à ta question. Okay. Je sais que mes premières, j'ai tout de suite. Bon, après, je viens d'une famille de 5 enfants, donc on s'est négocié pas mal aussi à tous les niveaux. Ouais, mais ils le valorisaient, ça, tes parents, quand tu leur disais laisse-moi négocier? Ouais, bon. Ils disaient en mode putain, t'es trop chaud, Flo. Non, ça les faisait rire. Ok. Souvent, ils me donnaient l'argent, les dirhams, et c'est moi qui allais négocier. Ils me laissaient, ils allaient faire autre chose. Je leur disais, soyez pas à côté de moi. C'est typiquement de rester. Que des blonds. Ouais, c'est ça. En plus, j'étais blond avec les cheveux blancs et j'avais les cheveux longs, donc voilà, donc j'avais appris tout l'arabe dialectal. Et tu parlais Jarija et tout. J'avais des cours d'arabe quand je suis arrivé, obligatoire. Et puis après, t'apprends l'arabe de la rue, quoi, qui te permet de te débrouiller pour pouvoir faire local, quoi. Je veux rebondir sur une chose. On n'en a pas trop parlé. T'as eu 3 boîtes. T'as été associé aussi sur la première? Alors, ouais. Alors, en gros, Achille, c'est ma 3e boîte. La 3e boîte où je suis un des fondateurs. Ma question est toute simple. C'est important pour toi, de monter un projet avec des gens?
Ouais, je pense que dans Le l'entrepreneuriat. collectif. quoi. Ouais, non, mais c'est hyper important. Le collectif, l'entrepreneuriat, c'est génial parce que tu fais énormément de rencontres. Donc, du coup, tu rencontres des gens tout le temps, que ce soit des prospects, que ce soit des personnes qui postulent chez toi, que ce soit des partenaires pour créer des partenariats, que ce soit là, moi, des super agents. Tu vois, je vais te raconter. Vas-y, raconte. Non, mais ça paraît dingue. Tu vois, on vient de rentrer un nouveau client. Et là, Xavier Niel. non. Je l'ai vu la photo. Hein. On vient de rentrer un nouveau client et on était un peu short steak sur des super agents. On en a plein. Mais là, on vient de rentrer un tout nouveau qui a beaucoup de besoins. Et je rencontre quelqu'un à vélo. On parle à un feu rouge. Tac. Et toi, tu parles à feu rouge avec Ouais. Moi, je ce Marocain, quoi. je parle à un mec et il est sur son vélo électrique et tout. Et on parle et tout. Et je lui dis, ça va et tout. Ouais, je cherche du boulot en ce moment et tout. Je lui dis, tu cherches du boulot et tout. Tu fais quoi dans la vie? Je lui dis, je suis étudiant à la Sorbonne, en fac et tout. Je lui dis, t'écris bien, tu rédiges bien. Ouais, j'écris super bien, je rédige bien. Je lui dis, écoute, ça t'intéresse le service client? Il me dit, le service client, ouais, j'ai déjà travaillé dans, qu'est-ce qu'il me dit? Je crois à la Fnac, je sais plus, voilà, okay. Je sais plus. Il avait une mauvaise vue du service client? Non, pas forcément, ça allait, pas forcément. Et tout. Pas la 5e roue du carrosse. J'avais un flyers dans mon sac à dos. Je lui dis, écoute, tiens, vas-y, postule là. Tu dis que tu viens de ma part et tu auras des entretiens pour devenir un super agent et pour pouvoir tranquillement depuis ton canapé vérifier les réponses de l'IA et faire en sorte d'améliorer et être rémunéré. Ouais. Tout ça depuis ton canapé si tu cherches un boulot, quoi. Il a signé? Les entretiens sont en cours. Je crois, aux dernières nouvelles. Alors, écoute, en plus, ce podcast va sortir dans pas longtemps, mais dédicace à lui. J'espère qu'il va vous rejoindre. Vas-y. Non, mais du coup, tu rencontres, dans l'entrepreneuriat, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, tu vois, là, aujourd'hui, j'ai un go-to-market sur les e-commerçants. Je rencontre plein de marques extraordinaires, j'en avais jamais entendu parler, parce que, je m'intéresse un peu à ce qu'ils font, quand même, et je rencontre des gens tous les jours. 3, 4, 5, 10 personnes nouvelles avec qui j'échange, avec qui je me présente, avec qui... C'est quoi, LinkedIn, beaucoup? T'envoies LinkedIn, téléphone, Google Meet, tout, quoi. Tu m'amènes sur un truc qui m'intéresse, sans s'en rendre compte. Je n'ai même pas prévu d'en parler, mais l'audace. Je vais pas parler de peur, mais je veux juste savoir, c'est quoi le fake it until you make it, c'est de l'audace. C'est aussi s'avancer tout en étant capable de se dire, je vais pouvoir exécuter. C'est quoi les grosses dingueries que t'as faites? Une des grosses dingueries dans l'entrepreneuriat. Ça, je sais pas si je raconte. Des choses qui se racontent à un podcast. Ouais. Au pire, tu couperas. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y a eu beaucoup de dingueries, il y a eu beaucoup de choses un peu borderline au début pour... Sans citer le client ou autre, tu vois. Non, je suis pas fou à ce point-là. Tu vas te perdre tous ces clients demain. Non, mais en gros, il y a des moments où tu dois, surtout quand t'es petit, que tu dois signer des chèques de plusieurs centaines de milliers d'euros. Tu vois, quand t'es We Do Gift, t'es personne, t'as pas de compte publié, et que t'as un client qui te fait un chèque de 400 000 balles, il te dit, ils sont où les 400 000? Qu'est-ce qui se passe si tu fais faillite, quoi? Et donc, tu dois trouver des stratagèmes pour le rassurer de façon légale, mais tu dois... Alors que toi-même, tu bégayes, en fait. Alors que toi-même, t'es pas forcément... Voilà, tu te dis, est-ce que ma boîte, elle va marcher? Aujourd'hui, plein de raisons qui font que... mais quand t'es persuadé, t'y vas, et tu trouves des moyens pour le rassurer, et tu fais ce qu'il faut pour qu'il soit rassuré, tout simplement. Achille, parle-moi de tes cofondateurs, je veux savoir comment tu les as rencontrés. Alors, j'ai un cofondateur qui est le CTO, qui s'appelle Jean-Christophe Boss, et qui était notre premier CTO chez We Do Gift. Et qui, quand il est parti, ça a fait très très mal, parce que on va dire que c'est un autodidacte du code et qui est extrêmement talentueux. Quand il est parti, on a embauché 3 personnes pour le remplacer, et on allait beaucoup. C'était une erreur? Beaucoup moins vite. Non, c'est pas ça. À l'époque, il a des problèmes perso. Okay. Ou un regret peut-être, ou pas un regret, c'est pas le bon mot. Mais si tu reviens le voir, 5 ans plus tard. Ouais, puis t'apprends à l'époque aussi. Donc voilà, il avait des problèmes perso. J'avais un associé aussi qui était, tu sais de quoi je parle, qui pas facile, on va dire ça comme ça. On a tous nos caractères. Voilà. Et donc du coup. À l'époque, j'avais pas ce recul pour avoir une vision un peu plus long terme. J'arrivais donc les opérations j'avais daily. une vision un peu plus
court-termiste où il fallait que ça ship, fallait qu'on grossisse. Donc, voilà, moi, j'ai toujours gardé des super bons contacts avec lui. Ouais. Et je le voyais assez régulièrement. Et quand il est parti, voilà. Pour autant, c'est vrai que je m'étais dit, ouais, si un jour je peux monter une boîte avec lui, ça pourrait être trop cool. Et voilà, quand l'occasion de l'IA s'est manifestée, je me suis dit, si je lui présente le projet, je pense qu'il va aimer. Et puis, il a adoré. Donc, parle-moi voilà. du 0 to 1. Les gens aiment bien comprendre les galères. Déjà, on a un peu parlé. T'as échoué une boîte, on peut le dire. T'as perdu de l'argent ou pas sur ta première boîte? J'ai perdu un peu d'argent. J'ai pas perdu beaucoup, mais j'ai perdu de l'argent. Ouais. Mais t'as bien appris. T'as fait un market research après. Ouais. Bah après, notamment, tu vois, c'est marrant parce que dans les cours de YC, Sam Altman et Paul Graham, qu'est-ce qu'ils disent? Do something that people want. C'est pas genre, c'est pas une idée qui résout des problèmes. Oui, mais c'est quelque chose dont les gens ont vraiment besoin. Ça, on peut te le dire 10 fois quand on peut te le dire si tu l'as pas vécu, c'est pareil. Tu t'en rends pas compte. Tu comprends pas. Ouais, c'est là où à la fin tu dis, faut poser les questions les moins biaisées possibles pour essayer de capter vraiment s'ils sont prêts à payer sur un problème. Mais tu comprends pas parce que t'es dans la folie un petit peu de, voilà, regarde, il y a tous ces problèmes-là, moi, ma solution, elle répond à tous ces problèmes, et voilà, mais en fait, non, c'est des faux problèmes. Donc, mais ça, tant que tu l'as pas vécu, il faut faire l'erreur. Il faut la faire, je pense. Et ce 0 to 1, ouais, tu me disais, par rapport à Achille, du coup. Donc, ta rencontre avec comment t'as reconvaincu JC assez facilement? Ouais, avec JC, on était tout le temps en contact. Je sais pas, on se voyait une fois par an, tu vois, à peu près. Okay. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été débauché bref, sans rentrer trop dans les détails. Moi, j'avais rejoint la boîte de crypto dont je t'ai parlé tout à l'heure, et puis elle a été rachetée par CoinShares. Et à ce moment-là, j'avais été chassé par une boîte qui s'appelle Bimply, qui était concurrente, du coup, de la boîte que j'avais créée, WeDoGift, mais beaucoup plus grosse parce que elle faisait aussi les titres restaurants. Racheté par Swile, du coup. Fusionné, racheté par Swile. Avec les BPCE, tout ça. Voilà, BPCE qui est devenu le premier actionnaire de Swile derrière. Et avant, justement, le fusion avec Swile, en fait, Bimply, c'était déjà la fusion de 4 boîtes. Natixis Intertitre, Titre Cadeau, Comitéo, plateforme d'avantages salariés à destination des CSE, et le pot commun. Pot commun, voilà. Et donc moi, t'avais la fusion juridique qui avait été faite, et moi j'étais arrivé un peu pour mutualiser, fusionner tout ça pour. Voilà, c'était une boîte qui était très papier, il y avait plus de 50%, plus encore 60% du flux qui était en papier. Et quand je suis arrivé, moi j'avais pas fait de papier, hein, j'avais fait que du digital. Donc WeDoGift, pour les gens qui n'ont pas compris depuis tout à l'heure, c'est du chèque cadeau digital. À l'époque, ça paraît normal aujourd'hui, mais à l'époque c'était un truc de ouf. Ouais, effectivement. À l'époque, sur les 3 milliards, t'avais peut-être 3 millions en digital, quoi. Donc c'était ridicule. Et donc ouais, 4 produits donc à ce différents. moment-là, ouais, pour te la faire courte, j'avais 4 services clients différents, avec 4 outils de ticketing différents, avec des prestats d'externalisation différents. Et de la data différente. Ouais, en fait, c'était, et en plus 4 cultures différentes, parce qu'il y en avait, le pot commun, c'était startup, Comitéo, c'était aussi un petit peu startup, puis t'avais Natixis Intertitre, qui était la vache à l'air, hein, qui faisait 1,7 milliard ou je sais plus combien de titres restaurants papier, dont la majorité en papier. Donc voilà, moi j'arrive là-dedans, et comme je t'ai expliqué depuis tout à l'heure, je suis convaincu que le service client, c'est le nerf de la guerre. Donc, une grosse partie doit passer par le service client. Et donc, direct, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais au service client. J'arrive en tant que déjà de la boîte, et je dis, OK, il est où le service client? Il y avait 110 personnes à l'expérience client. Okay. Et moi, j'arrive, et qu'est-ce que je fais? Je monte l'exemple, je prends le téléphone, et j'arrive avec les agents support, je prends le téléphone. Ils sont choqués ou pas? Ils sont choqués. Ouais, c'est pas habituel pour eux. Ils sont méga choqués. Mais du coup, avec certains, direct, j'ai un bon contact avec eux et j'ai plein de feedback qui m'arrivent. J'ai les feedbacks clients déjà. Ouais. Pour la petite histoire, ils sont tellement choqués qu'il y a carrément une lettre de corbeau qui arrive au CSE. En disant mais le DGA qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il va faire du service client, il va voir les équipes à Toulouse, il arrive, il prend le téléphone pour répondre à des tickets, mais il est fou lui. Et en fait tu vois, mais alors on revient au truc, c'est mon équipe, mon pain, un peu individualisme versus avancer vers un but commun. Exactement. Et donc à ce moment-là, moi, on m'avait demandé un peu de bouger un peu les équipes pour faire en sorte qu'on fasse bouger un peu les lignes.
Et donc, à l'aide de corbeaux CSE, tu vois, chez BPCE, il faut pas faire trop de bruit, tu vois. Moi, je dis, mais attendez, vous m'avez fait venir pour ça. Donc, moi, direct, on convoque en me disant, attends, Flo, tu fais un peu fort. Je dis, attends, j'ai juste pris le téléphone et j'ai juste répondu à des tickets pour sentir le pouls des clients, de comment sont traités ces retours et pour voir un peu comment, et pour apprendre le produit. Parce qu'au final, il y a quand même 4 produits différents. Tu dois limite l'expliquer, quoi. Ah ouais, expliquer que c'est lié intrinsèquement à ton job. Ouais. Je dois l'expliquer à tout le monde. Et je suis convoqué au CSE. Hein. Je suis déjà de la boîte. Je suis convoqué au CSE et je dois expliquer ma stratégie, tu vois. Et donc, en gros, j'arrive. Écoutez, c'est simple. Hein. J'ai inventé les vies ma vie. Et donc, j'ai dit, écoutez, c'est simple. Moi, je vais faire du service client, mais tout le monde va faire du service client. Okay. Et on va faire des ateliers vie ma vie. On va prendre des développeurs, des gens du produit, des product managers. Ça, ils ont validé chez BPC. Ça a pris du temps. Quand je dis du temps, en plus j'exagère, mais à mon échelle, ça a pris un peu de temps, mais ouais. Okay. Très vite, les équipes produits sont venues. J'ai eu beaucoup de freins, mais à un moment donné, on a réussi à faire péter les verrous et sur pas mal des produits, tout le monde faisait du service client. Quand je dis tout le monde, j'exagère. Hein. Mais les équipes produits, ça paraît normal, mais les équipes produits, les développeurs, t'entends même les marketing. Non, c'est pas normal. Enfin, de ce qu'on raconte depuis tout à l'heure, oui, mais c'est pas du tout normal. Et du coup, c'est dingue parce que très rapidement, il y avait des problèmes qui étaient là depuis des années, qui étaient tout bêtes. Avec justement, tu me disais comment on fait pour faire comment on priorise. Et puis il y avait des développeurs qui sont venus faire des tickets. Ils ont résolu des trucs. Ça fait des années que le service client, il avait ce problème-là régulièrement. Et qu'il l'avait jamais été réglé, le développeur, il l'a réglé en quelques heures. C'est drôle, j'allais dire problème de communication, mais pas que, parce que dans la com, c'est aussi difficile de retranscrire à quel point c'est important. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'une équipe, je vois un dev, lui, il fait son job, mais il se dit pas que ça met en péril le produit, le service client, etc., quoi. Et le NPS, du coup. Ouais, effectivement, on avait du haut con, on a mis en place aussi le NPS et tout, mais bref, c'est pas le sujet, mais on va arriver sur JC après. Ouais, on va reboucler. Mais grosso modo, je suis arrivé là-dedans et je me suis dit, et j'avais 4 outils de ticketing différents. C'était très compliqué. Et en termes d'externalisation, moi, je recommande pas l'externalisation pour mes clients. C'est très bien de l'avoir en interne pour avoir le pouls et pour voir ce qui se passe mais t'entends, t'as pas le choix. Et là, en l'occurrence, on avait 30 personnes en externe qui nous coûtaient 5 000 € par mois. Okay. 150 000 € par mois, quand même. Ça commence à faire petit chiffre quand même, c'est pas à l'échelle du groupe c'était pas grand chose, mais moi je trouvais que ça faisait quand même un montant important. Et donc je vais voir le directeur de l'expérience client et je lui dis je pourrais avoir un petit reporting avec le nombre de tickets traités par les personnes qui sont externalisées, leur CSAT, le taux de réouverture de leur ticket, le délai moyen de traitement. Enfin, que des indicateurs qui sont le B.A.-ba du service client. T'installes Zendesk, c'est des indicateurs que t'as de base. Tableau de bord, quoi. Il me dit, en fait, on n'a pas. Je dis, attends, 5 000 € par mois, t'as quoi? Il me dit, en fait, on fait un call une fois par mois et nombre de tickets à rentrer, nombre de tickets traités. Je dis, mais 150 000 balles par mois? Ouais. On a ça? C'est pas du intercom, ça, ou autre? Ouais, non, je parle d'externalisation, de BPO, là. Oui, je parle de boîte qui externalise. Et là, je me dis, waouh. Et puis, je m'amuse à faire le client mystère. Là, là, je me dis, mais c'est quasiment du foutage de gueule, quoi. Enfin, le client mystère, tu te fais passer pour un client et t'appelles ta propre boîte, hein. Oui, c'est ça, exactement. Je fais le client mystère, j'appelle ma propre, exactement. Et là, franchement, je pose des questions qui sont pas très compliquées. Et alors là, c'est florilège, quoi. Là, ça part, je me dis, waouh. Mais alors là, Est-ce que à ce moment-là, donc tu dis, on l'a bien compris, il y a un problème, mais du coup, une opportunité que tu attaques très vite avec Achille. Ouais. Est-ce que, tu sais, les gens qui te disent, si t'as une problématique qui t'empêche de dormir, c'est que c'est viscéral, etc. Est-ce que tu as ressenti ça ou pas forcément à l'époque? Non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore l'IA qui est arrivée. Okay. Déjà. Donc là, donc t'as pas ta solution toute Non, prête. j'ai pas encore ma solution. Là, là je me rends compte de plein de problèmes. Donc les outils de ticketing qui sont très chers, difficiles à mettre en place, difficiles à migrer, parce que j'en ai 4 différents, dont un interne qui a été développé interne BPCE. Donc voilà. Pour avoir des fonctionnalités toutes basiques comme le CSAT sur Zendesk, tu payes assez cher. Bref. Et l'externalisation, je me dis waouh, là, ça me fait vraiment penser à l'oligopole des chèques cadeaux, quoi. Je me dis waouh. Là, il y a quand même un... Personne n'a voulu rentrer dans ce milieu. Il y a plein de thunes. On peut optimiser, quoi. Ouais. Là, clairement, direct, je me dis, ouf.
Raconte-moi juste une chose. Je suis désolé, je te bombarde, mais parce Ouais. qu'en vrai, il est 17h. On va juste prendre 2-3 minutes pour terminer ce podcast. Je veux comprendre à quel point c'était important. JC, aujourd'hui, il y a des gens qui sont bons en IA. Tu aurais pu aller voir d'autres personnes. Tu aurais pu aussi aller voir potentiellement même des freelances. C'était important pour toi de rebosser avec quelqu'un avec qui tu avais déjà confiance? Et est-ce que tu avais déjà confiance Alors, ou est-ce qu'il fallait remettre les termes? Alors déjà, ouais, We Do Gift, ça aurait jamais pu avoir la croissance qu'on a eue sans JC. Donc déjà, il avait été une pierre assez importante de notre capacité d'exécution. Ensuite, JC, comme c'est un autodidacte du code, il connaît plein de choses différentes. Et déjà à l'époque, il me saoulait avec ses réseaux de neurones. Il adore et il me parlait de plein. Tout est interconnecté. Et déjà à l'époque, l'IA, le machine learning, c'était quelque chose qu'il adorait. Il m'en parlait régulièrement. Et c'est vrai que quand l'IA est arrivée fin 2022 et que, comme beaucoup de gens, moi j'ai pris une grosse claque, Sam Altman, ça c'est la deuxième claque qu'il me met, quoi. Ouais. Ben là, quand je lui ai proposé le projet, quand j'ai eu l'idée et que je lui ai proposé le projet, là, c'était une évidence pour lui, comme pour moi, de se dire, bon, ok, ben on va créer. Le go a été assez rapide, ouais. Ah, le go, je pense qu'il s'est fait en. Mais il y avait un human fit avant. Il y avait un human fit avant, effectivement. Ça, que tout à fait, ouais. Est-ce que c'est plus important le human fit que les skills techniques? Putain, faut que j'arrête de te relancer. Mais vas-y, réponds. Ouais, je pense que le human fit est beaucoup plus important, in fine, dans le sens où il faut faire très attention avec qui tu t'associes, les valeurs de la personne, qui elle est vraiment au fond. Mais ça, tu peux pas le savoir. Donc, tous des masques, quand même, bien sûr. Mais ouais, je pense que, en tout cas, sur le long terme, c'est une évidence. Et forcément, sur le court terme, tu vas vouloir privilégier les hard skills. Sur le long terme, les valeurs, les skills, ça peut s'acquérir si tu as un bon terreau. Alors que les valeurs, de temps en temps, ça va être compliqué. C'est ancré. Ouais, mais j'allais dire ça aussi. Enfin, je pose souvent cette question, mais tu ne vas pas y répondre. Mais est-ce que tu embauches des gens pour leur technique ou aussi pour leur capacité aussi à apprendre? Je pense que pendant très longtemps. J'ai dit, il va pas y répondre. Ah, j'ai pas. Vas-y, réponds, on verra. Non, mais je pense que quand j'ai commencé ma carrière d'entrepreneur, j'avais un focus beaucoup plus sur les hard skills, bien que Brian Chesky racontait dans les cours de Sam Altman et de Paul Graham que la culture était hyper importante. J'avais, comme on bootstrapait quand même pas mal, j'avais peut-être ce petit défaut d'être sur les hard skills et plus en plus au niveau de quand j'ai commencé à grandir en termes de avoir une vision un peu plus lointaine, un peu plus de recul. De temps en temps, à 2 candidatures équivalentes, je vais prendre le fit humain avant les hard skills. Et on croit que le fit humain don't scale, but it does, un peu plus tard. Bref, c'était la fin de la parenthèse. Déjà, juste, t'as cité plein de choses sur Way Combinator ou sur The Family, qui au final a quand même traduit beaucoup de leur, c'est leur religion. Tout est dispo en ligne. Allez regarder, les amis, je vous mettrai le lien. Je vais terminer avec ces dernières petites questions du tac au tac, et tu vas comprendre. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureux, toi, au quotidien? Je mettrais 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? Je mettrais 8. Le NPS, c'est pas bon ou il est bon, là? Qu'est-ce qui se passe? Là, je suis un passif, mais tu vois, parce qu'en France, on a du mal. Tellement français, mais j'allais dire ça. Tu veux, les US, il aurait dit, oh, it's amazing, 10. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur apporte du sens dans ta vie perso? Ouais, je dirais 9. Et sur cette même échelle, de 1 à 10, à quel point ce même job d'entrepreneur te demande des efforts au quotidien ou est difficile? 9. Et c'est ma dernière question. Bon, déjà, même chiffre, donc grosse corrélation, difficulté, bonheur. T'es papa? Ouais. 2 fois. Et on les salue. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants sur l'entrepreneuriat? Est-ce que tu les inviteras à s'y intéresser? Parce qu'ils sont encore jeunes, hein, j'imagine. Oui. Oh, on sait pas. 3 ans, ça commence à vendre des gaufres. Non, mais plus sérieusement, est-ce que c'est quoi le message que tu leur donneras sur l'entrepreneuriat? J'ai pas trop réfléchi à cette question. Si ça les intéresse, bien sûr qu'on parlera business ensemble et on parlera... Ils vont faire du mimétisme. Ça va les intéresser, je pense. Peut-être. J'ai pas trop... Ils me posent déjà des questions. Où est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Papa, t'es patron? Papa, t'es trucs? Non, mais par rapport à mes enfants, je me pose pas trop la question aujourd'hui. Ils suivent leur passion et moi, mon boulot en tant que parent, c'est de les accompagner dans leur passion. Si l'entrepreneuriat fait partie de ces passions, bien évidemment, je les accompagnerai.
Là, Ok. c'est beaucoup trop tôt, je me pose pas encore ce genre de questions. C'est drôle, hein, juste, hein, tu parles de passion, et moi, j'ai en écho ce que tu me dis sur tes parents et ta famille. Je vais aller plus loin. S'ils ont une passion, tu les accompagneras toujours à prendre des risques pour réaliser ces passions. J'essaierai, je pense. Bah, après, je pense qu'en tant que parent, tu essaies de limiter au maximum le risque pour tes enfants. Et après, c'est de trouver le trade-off entre prise de risque par rapport à rewards et à les accompagner pour que ils soient heureux dans leur vie, parce que c'est le plus important. Bon, c'est ma dernière mini-question. Et après, j'arrête, promis. On est d'accord, c'est compatible être entrepreneur et avoir des enfants en bas âge. On en parle tellement peu et en réalité, je rencontre tellement d'entrepreneurs qui deviennent papa ou maman. C'est un challenge. Je veux pas te cacher que c'était peut-être plus facile, même largement plus facile sans enfants. J'ai la chance d'avoir un bon setup et donc ça me facilite quand même pas mal la vie. Et une partenaire aussi. D'avoir une femme qui est très conciliante et d'avoir une jeune fille au père et d'avoir un setup qui fait que c'est plus facile pour moi que pour d'autres personnes. Mais c'est un challenge en plus, ouais. Mais c'est un challenge qui est génial. Les amis, fin d'interview, parce qu'on va se faire chasser. Moi, je dédie ce podcast à tes enfants qui vont le voir dans 5 ou 10 ans et qui comprendront, j'espère pas mal de choses que tu leur dis aujourd'hui, mais qui comprennent pas forcément. Je leur dédie aussi, alors. Allez, à très vite. Merci pour ton temps, Flo. Merci, Yacine. Allez, allons bosser. Ciao, ciao. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Bye bye. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode. Et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant. Et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.